Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le marché de l'inclusion, dont le thème est la présentation des différentes plateformes de publication de marché public. Comment les comprendre, leurs usages, leurs différences, comment vous pouvez vous les attribuer, mettre des notifications et les intégrer aussi dans votre quotidien. Comment ça se complète aussi avec le marché de l'inclusion. Donc, c'est Nabil qui va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Nabil est expert achat au sein du marché de l'inclusion et moi, je suis Pauline et je m'occupe d'accompagner les structures inclusives à prendre en main notre outil. Bonjour à tous et merci de vous présenter, c'est top. Si vous pouvez le faire dans le chat. Donc, normalement, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Ça peut durer un peu moins, peut-être, s'il n'y a pas de questions. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Et pour la partie, si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser dans l'onglet « Questions ». C'est important de dissocier ces deux onglets-là. Comme ça, je traiterai les questions au fur et à mesure qu'elles seront posées et je me permettrai d'arrêter Nabil lors de sa présentation. Donc, je vous propose d'attendre encore une petite minute pour que tout le monde puisse arriver et puis nous allons commencer. Bonjour à tous. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est super. Ça veut dire que le sujet intéresse. Sachez que si vous souhaitez également poser des questions, vous pouvez le faire sur l'onglet, mais vous pouvez également cliquer sur le bouton « Monter sur scène » qui est en bas de votre écran. Ça vous permettra de nous rejoindre, Nabil et moi, sur notre scène. Et vous pourrez du coup directement échanger avec nous. Il est 11h03. Nabil, si tu es prêt, je te propose que nous commencions. Et puis, les personnes qui ont un peu de retard nous rejoindront. Je précise également que vous pourrez avoir l'enregistrement du webinaire. Je vous l'enverrai par mail, ainsi que la présentation. Par ailleurs, s'il y a des questions assez structurantes sur ce sujet-là, nous les ferons remonter et nous les ajouterons à notre FAQ. Nabil, à toi de jouer. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour traiter d'un sujet important et qui, à mon sens, va servir à beaucoup de personnes. C'est tous les moyens, en fait, de pouvoir trouver donc des appels d'offres publics sur les différents supports qui existent. Donc, déjà, on va revenir sur le premier concept, c'est qu'est-ce qu'est une publication pour un acheteur et quelles sont les obligations pour les acheteurs publics. Ensuite, on passera sur les différents types de supports. Vous verrez qu'il existe différents types de supports où on peut trouver des annonces et des publications de marché public. On fera un petit tour sur les bonnes pratiques, sur comment est-ce que je dois utiliser ces plateformes et comment est-ce que je dois répondre aussi aux appels d'offres publics et privés. Là, les bonnes pratiques, elles sont vraiment larges. Et puis ensuite, on fera une petite démo. Je vous ai préparé une petite démo d'un ou deux profils acheteurs pour que vous ayez vraiment, je vais dire, le chemin concret pour pouvoir notamment vous mettre en place des alertes ou pour faire des recherches sur un ou deux profils ou un ou deux profils acheteurs. On verra en fonction du temps qui nous reste. Et comme le disait Pauline, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On fera quelques pauses. Il y a des questions, voilà, on essaye d'y répondre au fur et à mesure pour éviter d'avoir un temps de questions-réponses qui soit peut-être trop long et aussi pour pouvoir peut-être amener d'autres questions suite aux réponses. Nabil, je te permets juste, je me permets d'intervenir. Visiblement, le son est un peu étouffé, style son de salle de bain de ton côté. Ah, ok. Je ne suis pas dans ma salle de bain, je vous rassure.
Est-ce que de ton côté, Voir si je peux mettre un peu. il y a quelque chose que tu puisses faire pour le rendre meilleur? Ouais, je vais essayer. Je vais Ok, essayer de mettre un casque. J'ai quelques soucis à ce niveau-là. fais des tests et nous te dirons si c'est ok. Yes. J'essaye de connecter. Pendant cette petite interlude technique, n'hésitez pas à, dès à présent, s'il y a des questions qui vous viennent concernant ces sujets-là, à les noter dans l'onglet questions. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent être les plus pertinentes et comme ça, je me permettrai de les poser en priorité à Nabil. Voilà, ça pourra créer un ordre dans les questions à poser. Je vous rappelle que le support de présentation, c'est que la vidéo sera à retrouver directement dans votre boîte mail à l'issue de notre webinaire. Bonjour Valérie. Nous avons une petite coupure technique. Le son n'étant pas bon, Nabil est en train de voir ce qu'il est en mesure de faire, de pouvoir faire plutôt. Et puis Nabil, si ça ne fonctionne pas, je te propose de reprendre et puis... Est-ce que vous m'entendez mieux déjà? Pardon, reparle? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est pire là. Non, c'est pire. Okay. Ah oui, là, pour le coup, c'est grésillé. Ça fait un peu une voix... Alors. Écoute, si tu n'as pas de meilleure solution, reprends comme au début. Le micro est peut-être trop loin. Est-ce que ton micro est trop loin? Je pense pas. Non, c'est pas ça. Merci Fabienne pour votre proposition. Votre piste. Bon, Carole entend très bien. Écoute Nabil, si on ne trouve pas de solution, moi je te propose de continuer. Puis, Ok, bon commençons. Désolé en tout cas pour ça. C'est pas si mal. C'est même bien. Okay. Du coup, on va démarrer sur la notion donc de publication et d'obligation de publication pour les acheteurs. Donc, les acheteurs publics sont dans l'obligation de publier leur consultation, donc soit leur consultation en fonction de différents, en fonction du montant de la consultation et du besoin en question. Quand c'est inférieur à 40 000 € hors taxe, les acheteurs publics n'ont pas d'obligation de publication. Là, ils vont être plutôt dans une démarche entre guillemets en autonomie, c'est-à-dire qu'ils vont consulter des fournisseurs de leur côté sans avoir à publier et donc rendre accessible à tous la consultation. À partir de 40 000 €, il y a une obligation de publication et en fonction des différents montants que vous avez ici, la publication peut être libre ou elle doit être obligatoire dans ce qu'on appelle un journal d'annonce légale. Donc, par exemple, entre 40 000 et 90 000 €, là, c'est l'acheteur qui va décider où est-ce qu'il publie sa consultation. Est-ce que c'est sur son profil acheteur? Est-ce que c'est sur un journal d'annonce légale, etc., etc. Et ensuite, par contre, à partir de 90 000, il y a la nécessité d'être sur un journal d'annonce légale ou ce qu'on appelle un CHAL, c'est-à-dire un support habilité en fait à recevoir des annonces légales. Et donc ensuite, à partir de 221 000 €, là par contre, l'acheteur est dans l'obligation de le mettre sur
deux journaux d'annonce légale, qui est le BOAMP, donc le bulletin officiel d'annonce des marchés publics, et le JOUE, donc les journaux officiels de l'Union européenne. Parce qu'à partir de 221 000 euros, on appelle ça un seuil européen. Et donc, là, on publie aussi à destination des entreprises européennes et pas que françaises. Voilà, donc ça, c'est vraiment la notion, vraiment une sensibilisation, entre guillemets, pour vous donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur les différents supports qu'on va identifier. Juste une petite question de Sylvain. Est-ce que les montants sont mensuels, annuels ou sur la globalité de la durée du marché? C'est sur la globalité. C'est sur la globalité. En achat public, il y a toujours cette notion de réfléchir et de prendre en compte l'intégralité du marché. Je vous donne un exemple. Un acheteur prévoit de faire un contrat global sur 4 ans, mais avec un premier contrat d'1 an et ensuite des reconductions possibles. L'acheteur devra réfléchir sur les 4 ans et donc définir le montant total de son besoin sur les 4 ans au lieu de sur 1 an, même s'il n'est pas sûr de reconduire le marché après les 1 an ou après 1 ou 2 reconductions. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est le montant global du marché qui importe. Donc, comme je vous le disais, on a les journaux d'annonce légale. Donc, qu'est-ce qu'un journal d'annonce légale? C'est une publication officielle, donc habilitée à recevoir des annonces légales pour des publicités de marché public. Donc, il y a 2 journaux d'annonce légale principaux qui sont, comme je vous le disais, le BOAMP et le JOUE. Et donc, ces journaux doivent recenser l'intégralité des marchés publics publiés par les acheteurs publics en fonction de leur montant, comme on a pu voir dans la slide précédente. Il y a un point important sur les journaux d'annonce légale, c'est que ces journaux d'annonce légale ne vont faire que relayer, entre guillemets, les publications et en fait de montrer qu'il y a eu une publication. En revanche, sur ces journaux d'annonce légale, vous ne pourrez pas retrouver les dossiers de consultation, donc les éléments et les pièces à télécharger pour savoir sur quoi porte, quel est le besoin détaillé de l'acheteur, comment est-ce que vous y répondez, etc. Là, vous n'aurez pas la possibilité de télécharger directement le dossier de consultation via les journaux d'annonce légale. Par contre, sur chacune des annonces, l'acheteur doit mettre un lien vers le support sur lequel a été publié donc, le marché en question, mais donc avec le dossier de consultation. Donc, dans les annonces légales, vous allez pouvoir avoir le lien et donc cliquer sur le lien et être basculé sur le support où là, vous pourrez télécharger le dossier de consultation, poser vos questions, déposer vos offres, etc. etc. Donc là, les journaux d'annonces légales, c'est entre guillemets un bon moyen d'avoir une vision centralisée des marchés qui sont publiés, mais toujours en effet en fonction du montant. Parce qu'on l'a vu, entre 40 000 et 90 000 euros, la publicité est libre et adaptée. Il n'y a pas d'obligation, par exemple, de le publier sur le BOAMP. Donc, il y a des acheteurs qui vont publier sur le BOAMP même en dessous de 90 000 euros, et il y a des acheteurs qui vont s'en tenir, entre guillemets, uniquement à la réglementation et qui ne vont pas forcément le publier sur le BOAMP. Voilà, donc ça, c'est le premier support, je vais dire, où vous allez pouvoir trouver des marchés publics, mais surtout des annonces, et donc ensuite pouvoir cliquer sur le lien pour aller vers le dossier de consultation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les profils acheteurs. Donc, les profils acheteurs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme de dématérialisation qui est utilisée par l'acheteur public pour publier ses marchés et donc relayer aussi, mettre à disposition les dossiers de consultation à disposition des opérateurs économiques et des candidats qui veulent le télécharger. Et ensuite, toujours dans ce profil acheteur, il y a le sujet donc, de la phase de questions-réponses. Donc, c'est toujours sur ce profil acheteur que vous allez pouvoir poser l'intégralité de vos questions à l'acheteur dans le cadre d'un marché public. Et c'est ici aussi où vous allez pouvoir déposer votre offre quand vous allez vouloir répondre au marché public concerné.
Donc, les principaux profils acheteurs qu'on a identifiés, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation, enfin, que l'acheteur est autonome dans le choix de son profil acheteur. Donc, il y a Place, par exemple, la plateforme des achats de l'État. Donc là, ça va être tous les marchés qui sont publiés par les ministères, établissements de santé, établissements publics, etc., etc. Donc, une certaine palette quand même d'acteurs qui vont utiliser cette plateforme pour pouvoir publier et mettre à disposition les dossiers de consultation. Ensuite, il y a AWS, e-marché public ou achatpublic.com. Et donc, sur les différents profils acheteurs, vous allez pouvoir paramétrer des alertes, ce qui vous permet aussi d'éviter de devoir vous connecter quotidiennement, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou enfin, de manière hebdomadaire, etc., en fonction de la régularité que vous voulez mettre, mais au moins de mettre en place des alertes pour que ensuite vous ayez une alerte mail qui vous informe quand il y a un marché qui correspond à vos attentes et à vos critères. Ensuite, vous allez pouvoir également voir les différentes consultations publiées par les acheteurs, télécharger les dossiers de consultation, poser vos questions-réponses et déposer vos offres. Voilà, donc les inscriptions, alors je vois qu'il y a des questions dans le chat. Tu veux, oui, alors, tout d'abord, bon, tu as répondu à la question, est-ce qu'il faut s'inscrire pour recevoir ces offres? Non, Oui. c'est pas. Oui, c'est nécessaire, Oui, mais Et est-ce que cette inscription est payante? Non. Ok, super. Non, cette inscription est gratuite. Donc, en fait, chaque fournisseur se crée un compte utilisateur pour pouvoir accéder et se créer des notifications sur chacune de ses profils acheteurs. Exactement. Alors après, je crois que je l'ai mis dans les bonnes pratiques, mais il n'y a pas forcément besoin, en tout cas, de s'inscrire sur tous les profils. Moi, mon conseil, c'est plutôt de se dire, bon, voilà, par exemple, Place, vu le nombre d'acteurs qu'il y a dessus, je pense que ça peut être un bon profil acheteur où il faut être. Après, c'est en termes d'utilisation, ça pêche un peu, mais ça, on pourra y revenir après. Et ensuite, un autre profil acheteur. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir démarrer une démarche et ne pas se faire inonder, entre guillemets, de consultations et potentiellement de ne pas pouvoir répondre à tout, d'essayer de répondre à tout, mais finalement de répondre à rien parce que après, ça a un impact sur la qualité aussi des réponses. Oui, mais si je me mets à la place d'un fournisseur, j'aurais tendance à m'inscrire sur l'ensemble des plateformes pour être sûr de ne pas passer à côté d'un marché qui correspond à 100% à mon activité. Ça peut être en effet, voilà, on peut voir les choses des deux façons. En effet, ça peut être aussi de se dire, bon ben, je m'inscris sur tous les profils acheteurs qui existent, en tout cas sur les principaux, et en fonction de ce qui arrive dans ma boîte mail en termes d'alerte, du coup, je réponds ou je ne réponds pas. Ça peut être aussi le cas. Après, voilà. Il y a 2 stratégies à mettre en place en fonction aussi de son temps, Exactement. de ma capacité de pouvoir y répondre. Très bien. J'ai une autre question d'Isabelle concernant les marchés en dessous de 40 000 €. Il n'y a pas de moyen d'avoir connaissance de ceci. Alors, si l'acheteur ne fait pas la démarche de publication, d'information, malheureusement, non. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir connaissance de ceci. Très bien. Merci Nabil. Camille, nous demande s'il existe un outil de veille sur le JAL ou faut-il le consulter régulièrement pour être informé des besoins? Il faut le consulter régulièrement. Alors après, on verra, et c'est la slide d'après, il y a ce qu'on appelle des outils de veille. Certains sont payants, certains sont gratuits, certains ont des fonctionnalités gratuites, certains ont ensuite des fonctionnalités payantes. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Très bien, merci Nabil. Je crois qu'on est OK au niveau des questions qui ont été posées. Super, merci beaucoup. Voilà, sans transition, les outils de veille. Donc, un outil de veille, en fait, ça va servir à centraliser la veille du coup sur plusieurs supports, dans un seul et même outil. Donc là, en l'occurrence,
vous n'aurez pas besoin d'avoir à vous créer des profils, enfin des comptes sur l'intégralité des profils acheteurs, par exemple. Du coup, c'est un outil qui va, j'ai le terme, enfin, entre guillemets, technique informatique, mais en tout cas, faire une surveillance des différents supports de publication de marché public et qui ensuite va vous les remonter en fonction de votre paramétrage, en fonction des alertes que vous voulez avoir. Et du coup, ça évite en effet d'être à la main et d'avoir voilà, un outil qui fait le travail pour nous et qui permet donc de sourcer plusieurs, peut-être de manière plus efficace, étant donné qu'il a une surveillance, voilà, c'est un programme qui permet de surveiller plusieurs supports en même temps et du coup d'avoir aussi cette notion d'alerte. Après, voilà, comme je le disais, certaines fonctionnalités de ces outils sont gratuites, d'autres payantes, certains outils sont directement payants. Donc ça, moi, je vous invite plutôt à faire votre recherche et peut-être à prendre contact avec les différents outils de veille. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres, pour que vous puissiez savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, quel est leur business model, est-ce que c'est payant, pas payant, comment est-ce qu'ils facturent, quel est le prix, etc. Ça, on vous laisse à la main sur ce sujet-là. Ensuite, il y a un autre type d'accompagnement. Je veux dire, là, on n'est pas sur un support de publication, on est plutôt sur, je veux dire, un accompagnement concret sur plusieurs aspects de la réponse, enfin déjà de la surveillance, mais aussi de la réponse à des marchés publics. Donc aujourd'hui, il existe des consultants spécialisés sur l'accompagnement des fournisseurs à la réponse à marché public. Donc là, voilà, moi je vous en ai mis quelques-uns, c'est des personnes avec qui j'ai déjà échangé, qui sont assez présentes aussi sur LinkedIn. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour sur leur profil, prendre contact avec elles, du coup, parce qu'il n'y a que des femmes, mais du coup avec elles, mais il y en a d'autres aussi. Vous pouvez prendre contact avec elles pour voir comment est-ce qu'elles peuvent vous accompagner, quel est pareil leur business model, etc. Donc l'avantage de faire appel à des consultants spécialisés, alors c'est des accompagnements qui sont payants, mais par contre, vous allez avoir la partie veille des marchés publics, mais aussi un accompagnement sur l'identification de vos forces et vos faiblesses par rapport à la réponse à un marché public, et ensuite de pouvoir déterminer une stratégie de réponse à des marchés publics. Nous, c'est ce qu'on dit régulièrement. On dit qu'il faut pouvoir être en mesure de construire une stratégie commerciale pour éviter d'essayer de répondre à tous les marchés publics. Parce que répondre à un marché public, c'est chronophage, ça prend du temps, c'est de l'énergie aussi. Et du coup, il vaut mieux avoir une démarche qui soit ciblée et progressive plutôt que d'essayer de répondre à tout. Donc, les consultants spécialisés vous permettront d'adopter cette démarche et de vraiment vous aider en fait dans la construction de votre réponse, de votre stratégie commerciale, mais aussi ensuite de votre réponse à l'appel d'offres, parce que ces consultants spécialisés sont en capacité de vous accompagner sur les réponses concrètes à un marché public. Bonjour Annie. Bonjour. Bienvenue. Oui, ça va, merci. Alors, Annie avait une question, mais j'ai peur que ça soit pas. On parle pas de la même chose. Annie, vous nous dites que vous recevez des demandes, mais que vous apportez des réponses dans les 24 heures, et malgré ces réponses, vous n'avez pas de retour de la part des acheteurs. Non. Alors là, je pense vous ne parlez pas d'appel d'offres ou de marché public, mais plutôt de demande de devis. Oui, c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, effectivement, c'est surtout sur les devis. Mais comme j'ai pris et je suis arrivée en retard, oui, on parlait des deux. Donc, alors non. Et donc du coup là aujourd'hui, Nabil nous sur les marchés publics, d'accord. Voilà, c'est ça. Mais alors je peux répondre à votre question aussi. Aujourd'hui, c'est super de faire comme vous le faites et de répondre dans les 24 heures. Si vous apportez une réponse de qualité, c'est encore mieux. En revanche, nous n'avons malheureusement aucune possibilité, nous, de notre côté, de contraindre
le client, l'acheteur de répondre. Nous, on est vraiment là pour une mise en relation. Après, malgré nous-mêmes, nos différentes relances auprès d'eux, il nous arrive de ne pas avoir de retour. Donc, malheureusement, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de relancer une fois par mail, voire d'appeler. Et puis, si dans un délai voilà, malheureusement, si dans un délai d'une semaine, vous n'avez pas de nouvelles de ce client, je vous conseille de ne pas perdre d'énergie et de temps à essayer d'avoir une réponse. Merci. Excusez-moi pour le retard parce que donc j'ai pris mon route et donc aucun problème, il n'y a aucun problème. Après du début. Merci Annie. Aucun problème. Nabil, je te propose de continuer. Ouais, très bien. Ensuite, je voulais aussi parler du marché de l'inclusion. Donc, aujourd'hui, ce qu'il va y avoir, en fait, où est-ce que nous, on se situe, entre guillemets, on est, en fait, les acheteurs vont utiliser le marché de l'inclusion à plusieurs titres. Donc, potentiellement, faire des devis, trouver des fournisseurs pour les besoins inférieurs à 40 000 euros. Ensuite, les acheteurs vont aussi pouvoir relayer les appels d'offres qui auront été publiés sur leur profil acheteur. Voilà, donc c'est vraiment là, l'idée c'est que ce soit, je vais dire, un vecteur de communication supplémentaire, donc la destination des structures pour les acheteurs, mais c'est un relais en fait, et c'est un lien qui va vous ramener vers le profil acheteur de l'acheteur en question. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur les bonnes pratiques. Il y a des questions. Ah, ok. J'attendais juste que tu termines. Yes, merci. Mathieu demande, concernant une offre répondue, l'acheteur doit-il nous dire les résultats obligatoirement, tarifs et taux de répartition? Alors, en effet, en fonction des montants, mais quand on arrive sur les marchés qui sont supérieurs à 90 000 euros de mémoire, ou même à 40 000 euros, les acheteurs sont dans l'obligation, en effet, de vous faire une notification de rejet de votre offre et de vous indiquer plusieurs éléments, et notamment le nom du fournisseur qui a gagné, entre guillemets, et votre positionnement votre positionnement. Super, merci. Fabienne nous interroge sur ce type de plateforme. Est-ce qu'on peut avoir l'opportunité de positionner du personnel pour de la mise à disposition en entreprise? Les marchés publics est un terme qui me paraît vague. Je ne suis peut-être hors sujet. Il n'y a pas de hors sujet, Fabienne. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Alors, sur la partie mise à dispo de personnel, les seuls sujets, entre guillemets, que vous allez pouvoir avoir ici, sur les profils acheteurs, etc., ça va être notamment des consultations sur la partie intérim, mais pas sur la mise à dispo autre, parce que ce ne sont pas des acheteurs qui vont, à mon sens, être en charge de ces sujets-là. Ça va plutôt être la direction des ressources humaines qui va devoir avoir cette démarche-là, mais pas les acheteurs. Là, les acheteurs, on est vraiment sur le lien en fait avec des fournisseurs et trouver des fournisseurs. Merci Nabil. J'ai une question de Jean-Baptiste. Pensez à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, je suis sûre de ne pas passer à côté. N'y a-t-il pas des facilitateurs en région, département avec qui nous pouvons échanger sur ces marchés? Où peut-on les trouver? Alors, il y a des facilitateurs, les facilitateurs de la clause sociale notamment, qui, eux, ont un double rôle, c'est-à-dire d'accompagner et d'aider les acheteurs à définir le meilleur moyen, entre guillemets, de faire des achats inclusifs, donc soit des marchés réservés, soit intégrer une clause sociale d'insertion dans leur marché public. Et vous allez pouvoir trouver les différents
différents facilitateurs ou en tout cas structures sur le site d'Alliance Ville Emploi. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il y a un annuaire sur Alliance Ville Emploi avec les différentes structures. Je vous le mets dans le chat. On pourra. Vous êtes en mute, Annie? Allô? Oui, on vous entend. Je disais j'ai pas entendu, ça a coupé le lien. Vous le mettrez dans le compte rendu? Non, je l'ai mis dans le chat. Ah, mais d'accord. on pourra vous l'envoyer aussi. Ok. Nabil, je te propose de basculer sur les bonnes pratiques afin qu'on termine vraiment le sujet et ensuite on pourra prendre un temps pour toutes les questions qui soient en rapport avec ce sujet-là ou d'autres questions concernant les achats. Ok, très bien. Donc, les bonnes pratiques, tout d'abord, c'est mettre en place des alertes sur les profils acheteurs. Comme je le disais, ça vous évite de devoir aller scruter sur chaque site internet s'il y a des nouvelles publications, etc. Là, c'est les alertes qui vont faire le travail à votre place. Enfin, une autre bonne pratique, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas essayer de répondre à toutes les consultations. Essayez vraiment d'avoir une démarche qui soit ciblée et qui soit progressive. Quand vous démarrez ou quand vous essayez de répondre à des marchés publics, il vaut mieux répondre sur des marchés auxquels on correspond, je veux dire, entre guillemets, à 100%, plutôt, entre guillemets, que d'essayer de gagner des marchés publics qui sont soit un peu éloignés, soit de notre expertise, soit de notre capacité humaine, matérielle et financière. Mieux avoir une démarche progressive. Et en plus de ça, le fait de répondre petit à petit à des appels d'offres, alors il faut plutôt le voir comme une démarche d'amélioration continue. Alors je sais que ça fait jamais plaisir de ne pas gagner de marché public et d'avoir des notifications de rejet, mais en fait il faut se baser sur il faut essayer en tout cas de se dire que même si on ne gagne pas, on peut apprendre et donc là c'est important aussi de demander des précisions à l'acheteur quand on vous informe du rejet de votre offre pour pouvoir vous appuyer sur le retour. Alors je sais qu'il y a des acheteurs qui font des retours très succincts et très expéditifs entre guillemets, mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans une démarche de transparence et donc il faut essayer de s'appuyer sur les retours que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir vous améliorer au fur et à mesure de vos réponses. Ensuite, un autre point, et là on est sur le terme de capacité à couvrir tout le périmètre d'une consultation. Pour moi, il y a deux possibilités. Donc, soit vous vous mettez en lien avec d'autres structures inclusives ou même de fournisseurs conventionnels pour faire de la co-traitance et donc monter une offre groupée pour répondre à un marché qui est peut-être trop gros ou trop diversifié pour que vous puissiez y répondre seul. Ou sinon, il vaut mieux ne pas répondre à la consultation. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas en capacité de couvrir tout un périmètre, l'acheteur ne pourra pas vous sélectionner. Parce qu'il y a cette notion aussi de couverture intégrale d'un périmètre en marché public. Donc, voilà, ça peut aussi vous aider, entre guillemets, à cibler les marchés publics sur lesquels vous souhaitez ou vous allez vous positionner. Ensuite, là, on rentre plutôt dans la partie réponse, c'est-à-dire quand vous avez identifié des marchés sur lesquels vous êtes en capacité de répondre et sur lesquels vous allez répondre. Quand vous vous apprêtez à déposer votre offre sur le profil acheteur, il faut bien vérifier que l'intégralité des documents soit présents dans la réponse, parce qu'il y a des documents indispensables que l'acheteur ne sera pas en mesure de vous redemander. Si ces documents manquent, si certains de ces documents manquent, votre offre sera déclarée incomplète ou irrégulière et donc vous ne serez même pas analysé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une checklist de tous les documents à fournir pour vous assurer que tout est présent et éviter soit les allers-retours avec l'acheteur, soit le fait d'être évincé avant même d'avoir été analysé. Ensuite, bien anticiper la date de remise des offres pour ne pas être dans l'urgence. Ça aussi, c'est un
un point important. Et autre sujet, donc là c'est sur le fond et sur la forme, c'est vraiment d'avoir des réponses personnalisées. Je sais qu'il y a beaucoup de structures qui nous disent est-ce que vous avez un mémoire type à envoyer aux acheteurs, etc. Pour moi, vous pouvez vous construire un mémoire technique type, c'est-à-dire tous les avantages et toutes vos forces dans un document, etc. Mais ensuite, quand vous allez répondre à un appel d'offres, il est préférable et même indispensable de personnaliser votre offre aux différents besoins et aux différents critères de notation qui auront été indiqués par l'acheteur. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mémoire type pour pouvoir construire votre offre personnalisée pour l'acheteur. Et enfin, la forme servira de fond, c'est-à-dire qu'il faut en effet avoir un fond de qualité, un fond personnalisé, mais sur la forme, aussi essayer d'être le plus facilitant possible pour l'acheteur, pour qu'il puisse savoir où sont les éléments et à quoi est-ce que vous répondez, quels critères de notation, etc., pour que les informations soient les plus visibles, plus facilement visibles par l'acheteur, pour éviter qu'il passe à côté et que potentiellement vous perdiez des points parce que l'acheteur n'a pas identifié ou n'a pas vu un élément important. Et autre point, il y a certains acheteurs maintenant qui attribuent des points sur la forme de la réponse. Voilà pour les bonnes pratiques. Et j'ai terminé. On va passer aux questions. Oui, absolument. Bon, Nicolas a posé une question, mais tu as répondu. Comment personnaliser sa candidature quand il y a des mémoires techniques annexées? Donc ça, c'est OK. Tu viens de répondre à cette question. Karine a apporté un petit complément d'information concernant les facilitateurs. Elle précise que le facilitateur en charge du marché apparaît dans les pièces du marché et notamment dans le CCAP. Tu confirmes ce point? Dans le document lui-même, je ne sais pas exactement où il est indiqué. Après, tous les acheteurs ne font pas appel à des facilitateurs. C'est un bon point à savoir. Ouais. Dans quelles circonstances un acheteur peut-il faire appel à un facilitateur? Là, c'est quand il va avoir besoin d'accompagnement sur. J'ai dit qu'ils intervenaient à plusieurs rôles, mais je ne vous ai pas dit les rôles des facilitateurs. Donc, les facilitateurs vont déjà donner une idée, entre guillemets, précise, ou en tout cas déjà une visibilité sur le potentiel inclusif et sur l'offre inclusive sur le territoire. Mais ensuite, quand l'acheteur va notamment mettre en place une clause sociale d'insertion, le facilitateur va également suivre avec l'acheteur et avec les fournisseurs la bonne exécution de cette clause sociale d'insertion, c'est-à-dire est-ce que l'objectif identifié et défini dans la clause sociale d'insertion est réalisé et faire des points d'étape pour s'assurer que le fournisseur respecte bien cette clause sociale. Merci pour ces précisions, Nabil. Alors oui, là, c'est des questions techniques sur plutôt le fait d'avoir ou pas la présentation. Ça, j'y répondrai ensuite. Certains appels d'offres comportent plusieurs lots. Peut-on répondre seulement sur un lot correspondant à l'activité de notre SIAE, par exemple? Oui, bien sûr, ça c'est un élément important en effet. En fait, il faut considérer qu'un lot est égal à un marché. Donc, vous avez la possibilité de répondre à un seul lot, vous avez la possibilité de répondre à plusieurs lots et vous avez la possibilité de répondre à l'intégralité des lots en fonction de votre activité, en effet, en fonction de votre expertise, en fonction de la localisation géographique, etc. Il faut savoir que les acheteurs sont en capacité d'allotir soit sur la partie technique, par exemple pour dissocier deux métiers différents et d'avoir des fournisseurs, entre guillemets, experts sur chacun des métiers, ou par un allotissement géographique. Admettons qu'un ministère ait un marché d'espace vert, par exemple, il peut très bien allotir en disant je veux un fournisseur basé dans le 35 et je veux un autre fournisseur basé dans le 69. Dans ces cas-là, il va y avoir deux lots. Il va y avoir un lot pour le 35 et un lot pour le 69.
Doit-on du coup répondre 2 fois si on souhaite répondre à 2 lots ou on peut faire un tronc commun et après pour chaque lot les spécificités rattachées à celle-ci? Non, il est préférable de faire 2 réponses, en fait, parce que de toute façon, il va y avoir, comment dire, une analyse lot par lot. Et de toute façon, quand vous allez répondre dans les profils acheteurs, vous allez cocher, donc vous allez déposer une offre par lot. Et donc, si vous faites un tronc commun, Il manquera. il manquera des choses ou enfin voilà, ça va porter à confusion. Moi, vraiment, je vous invite à faire une réponse par lot pour être sûr que l'acheteur ne passe à côté de rien et comprenne vraiment ce que vous avez voulu faire et indiquer. Même si vous faites de la répétition, entre guillemets, c'est pas grave. Il vaut mieux faire de la répétition pour 2 lots plutôt que de faire un document tronc commun et que l'acheteur se dise mais ça répond pas du tout à mon sujet ou il a mis le même document. Enfin, voilà, c'est mieux faire une réponse par lot. Très bien, merci pour ce complément d'infos. Carole nous demande que peut-on conseiller à un acheteur qui monte son marché et qui voudrait travailler exclusivement avec nous? Clause d'insertion et lot réservé d'insertion, d'autres choses? Alors pour moi, si vous êtes en capacité d'intervenir sur la totalité du besoin, du coup c'est un marché réservé. Parce que la clause sociale, du coup, ce sera potentiellement un fournisseur conventionnel et vous serez plutôt en sous-traitance. Donc ouais, pour moi, il y a ça. Après, moi, ce que j'invite à faire et un des facteurs clés de succès qu'on a identifié au sein du marché de l'inclusion, c'est un sourcing. C'est que l'acheteur puisse identifier le potentiel inclusif de son besoin et rentrer en contact avec plusieurs structures pour pouvoir constituer et construire son marché. Donc là, si vous êtes déjà en lien avec lui, c'est qu'il a déjà fait un peu ce travail. Mais pour moi, ouais, les 2 leviers, à mon sens, c'est marché réservé si le potentiel inclusif, c'est-à-dire s'il y a des structures qui sont en capacité de répondre à tout le besoin, et marché réservé. Et sinon, si les structures ne sont pas en capacité de répondre à tout le besoin, du coup, en effet, plutôt conseiller à l'acheteur une clause sociale d'insertion. Mais le marché réservé reste quand même le levier avec le plus d'impact social, étant donné qu'il n'y a que les structures, soit de l'insertion, soit du handicap, ou les deux en fonction de ce que l'acheteur choisit, mais qui sont habilités à répondre. La clause sociale, même si vous répondez à un marché public avec une clause sociale d'insertion, ça veut dire que vous serez potentiellement aussi en concurrence avec d'autres structures, mais aussi avec des fournisseurs conventionnels. Alors que le marché réservé a au moins l'avantage, entre guillemets, de fermer la porte aux fournisseurs conventionnels. Merci Nabil. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Tu souhaitais faire une démonstration? Ouais. Très bien. Bon, libre à toi. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous avons encore un petit quart d'heure ensemble. Peut-être que la démonstration de Nabil vous poussera à d'autres questions. Voilà, je vous partage mon écran. Là, on est sur un profil acheteur donc, qui est AWS. Et donc, quand vous arrivez sur AWS, donc vous allez pouvoir vous inscrire pour donc ensuite arriver à ce tableau de bord. Moi, j'ai déjà fait l'inscription. Et donc, vous allez pouvoir arriver ici et vous allez pouvoir donc faire déjà une première recherche sur les consultations en cours. Avec, donc là, vous allez avoir les différents marchés qui ont été publiés sur AWS par les acheteurs qui ont ce profil acheteur-là. Donc là, voilà, il y a plein de sujets divers et variés avec aussi des acteurs divers et variés. On a des mairies, on a des conseils départementaux, etc., etc. Mais vous allez aussi pouvoir filtrer
déjà cette notion de recherche avec, par exemple, soit les travaux, soit les fournitures, soit les services, parce qu'en marché public, il y a vraiment ces trois catégories principales. Donc, par exemple, vous allez pouvoir ici filtrer sur les services, recliquer ici pour pouvoir faire un filtre sur les différentes catégories. Ensuite, ici, vous allez pouvoir, par exemple, si je mets espace vert, avoir les marchés sur les espaces verts. Et après, si vous souhaitez ici restreindre sur une localisation géographique, par exemple Rennes, pioche, Île-de-France. Voilà, on voit qu'il y a 16 résultats qui correspondent à votre recherche sur la partie Île-de-France. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir aussi avoir des critères supplémentaires sur les différents, donc notamment la date de parution. Est-ce qu'il y a des critères particuliers, notamment sociaux, par exemple, la date d'expiration, quels sont les acheteurs. Donc là aussi, vous allez pouvoir choisir, entre guillemets, faire vraiment du filtre sur l'acheteur que vous souhaitez cibler. Les segments d'achat. Donc les segments d'achat, en fait, il y a une liste gigantesque de codes CPV. Donc c'est les segments d'achat. Voilà, si vous l'avez, vous pouvez la réutiliser, mais sinon vous pouvez toujours utiliser les mots-clés. Et ensuite, les lieux d'exécution. Donc là, on était sur l'Île-de-France, mais vous avez la possibilité d'aller encore beaucoup plus loin dans la restriction géographique. Voilà, donc ça, c'est pour la recherche de consultation en cours, mais du coup, là, c'est vous qui allez être à la main. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle l'annuaire des acheteurs. Donc, par exemple, on est ici sur l'Île-de-France. Et donc, vous allez pouvoir avoir ici un annuaire des acheteurs avec quelques détails. Alors, je sais qu'il y en a certains qui mettent leurs coordonnées, pas tous, malheureusement. Mais voilà, vous pouvez aussi déjà regarder, par exemple, et essayer de trouver des contacts dans cette liste-là. Si on parlait tout à l'heure des marchés inférieurs à 40 000 €, c'est aussi, là, pour les besoins inférieurs à 40 000 €, vous allez être plutôt dans une démarche, entre guillemets, de prospection, et donc de faire du lien avec l'acheteur pour qu'il pense à vous quand il aura un besoin inférieur à 40 000 €. Après, la réponse à appel d'offres, même si vous êtes rejeté, c'est aussi un bon moyen de vous faire connaître d'un acheteur pour qu'il puisse penser à vous pour d'autres besoins. Parce que peut-être que sur un marché, vous n'allez pas être sélectionné pour diverses raisons, mais peut-être que l'acheteur a été, entre guillemets, séduit par votre expertise et votre capacité d'intervention et qui pourra vous solliciter pour des besoins inférieurs à 40 000 €, étant donné qu'il n'y aura pas cette notion et cette nécessité de faire de la publication. Ensuite, sur la partie alerte, donc là, vous avez un tableau de bord qui est assez complet pour voir les différentes consultations. Hop. Je ne sais plus où c'est. Voilà, paramétrage de mes alertes personnalisées. Donc, quand vous allez vous inscrire, etc., vous pourrez cliquer ici, mon profil. Donc, vous arriverez ici et ensuite, c'est le paramétrage de mes alertes personnalisées. Et donc, vous allez avoir une alerte, une possibilité de définir des alertes. Par exemple, ajouter une zone d'influence. Donc, voilà, vous avez plusieurs éléments pour pouvoir définir déjà la localisation géographique des marchés que vous voulez voir. Ensuite, vous allez avoir ici des métiers, par exemple. Ici, je ne sais pas si ça correspond. Voilà, travaux, par exemple, espace vert. Vous allez aussi pouvoir potentiellement chercher tout ce qui va être entretien. Donc ça peut être des éléments, notamment sur tout ce qui va être métier, par exemple ici nettoyage. Donc là, c'est vraiment sur le métier. Ici, vous
pouvez aller plus loin, notamment avec les codes CPV. Par exemple, si vous mettez entretien, là, vous allez avoir plusieurs codes CPV, donc plusieurs catégories d'achat qui correspondent à la recherche que vous avez faite. Donc, par exemple, réalisation et entretien d'espaces verts, services de nettoyage, et puis, voilà, vous avez vraiment la possibilité. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des mots-clés. Comme on l'a vu tout à l'heure, espace vert, vous pouvez mettre, si vous voulez vraiment avoir une exhaustivité, entre guillemets, des mots-clés, par exemple espace vert, par exemple pelouse, par exemple arbre, etc. L'idée, c'est un peu comme une recherche Google, où on va essayer d'avoir les mots-clés qui soient les plus pertinents, mais avoir le plus de mots-clés pour essayer de couvrir l'intégralité des consultations qui pourraient répondre, entre guillemets, à une grande catégorie, mais qui pourraient se décliner ensuite en plusieurs mots-clés. Donc voilà, donc ça c'est le moyen de mettre en place des alertes, en tout cas sur AWS. Donc ça c'est un des profils acheteurs qu'on vous a listé tout à l'heure. Je vais peut-être passer sur l'autre plateforme qui est la plateforme Place. Voilà, donc là, on est sur le site de Place. Là, encore une fois, pour pouvoir utiliser Place et pour pouvoir regarder les consultations, etc., vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte. Vous pouvez aussi télécharger les différents dossiers de consultation de manière anonyme. Par contre, si vous les téléchargez de manière anonyme, ça veut dire que vous ne serez pas alerté quand il y a des questions qui sont postées par d'autres candidats et autres opérateurs économiques. Ça vous permet déjà de prendre connaissance et d'être anonyme, mais moi je vous invite vraiment à vous inscrire et puis d'utiliser Place en vous inscrivant. Et donc là, vous allez pouvoir arriver sur déjà un premier sujet de recherche rapide. Par exemple, sur les services, si on met des espaces verts, en lançant la recherche. Voilà, donc on arrive sur la liste des résultats de la recherche. Là, encore une fois, on n'a pas filtré sur une localisation, sur un département précis, etc. Donc là, vous allez avoir l'intégralité des sujets, mais vous êtes en capacité aussi de pouvoir vous mettre en place des alertes. Je cherche. Voilà, mes alertes et recherche sauvegardée. Donc, c'est ici annonce. Vous allez ici gérer mes alertes et recherche sauvegardée. Donc là, vous pouvez ensuite créer une alerte ici. Et donc, pareil, mot-clé, espace vert, par exemple. Vous pouvez rechercher une entité publique que vous souhaitez couvrir ou que vous souhaitez toucher. Par exemple, si vous avez une volonté de travailler, par exemple, avec le ministère des Armées ou avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, vous pouvez sélectionner ici. Après, vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi vous mettre des alertes beaucoup plus fines que, entre guillemets, AWS, mais voilà, sur tout ce qui va être type de procédure. Donc là, c'est tous les types de procédures dans le cadre des marchés publics. La catégorie principale, là, on était sur les services. Est-ce qu'il y a une considération sociale, oui ou non? Est-ce qu'il y a une considération environnementale, oui ou non? Les lieux d'exécution, donc là, ça va vous envoyer ici, sur une autre page. Là, je pense que vous la voyez pas, mais il y a une autre page qui s'ouvre. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les différents territoires sur lesquels vous voulez avoir les alertes sur les consultations. Encore une fois, les codes CPV, comme on a vu sur AWS. Et ensuite, les différentes dates et limites de remise des plis. Et donc
là, ensuite, vous pouvez avoir, encore une fois, la liste, mais aussi mettre en place donc des alertes sur place. Et comme on l'a vu, c'est une des plateformes majeures, clairement, en achat public, hein. Donc, je pense que ça peut être intéressant de vous mettre en place des alertes sur place et sur d'autres profils acheteurs, ou même, comme on le disait tout à l'heure, de regarder soit vers les consultants spécialisés, soit les outils de veille. Voilà pour... Merci Nabil pour cette petite démonstration sur ces deux outils. Alors, il y a eu quelques petites questions. Tout d'abord, Nathalie demande si la signature électronique est obligatoire pour répondre à un marché public. Alors, maintenant, oui, parce qu'on est sur tout ce qui est dématérialisation des marchés publics. Après, il faut juste vérifier, j'ai plus la règle en tête, mais il me semble que pour répondre à un marché, sauf si l'acheteur le demande, bien sûr, vous n'êtes pas dans l'obligation, à mon sens, de signer électroniquement dès le dépôt de l'offre. Mais encore une fois, à vérifier. Après, je sais qu'il y a vraiment des acheteurs qui l'obligent et qui l'exigent. Donc, le mieux, c'est de vous calquer aux exigences de l'acheteur. Mais en effet, il faut avoir un module de signature électronique, c'est indispensable. Voilà, comme le précise Nicolas ou Marie, ça dépend du marché. Là, c'est pas toujours demandé. Néanmoins, c'est écrit dans le règlement de consultation. Est-ce que là, comme ça, à la volée, tu as des noms de sites à nous donner? Sur la signature électronique, non, j'en ai. Non, bah, on fera. Si vous en avez, n'hésitez pas à les conseiller à Nathalie. Sinon, on fera un travail de recherche qu'on pourra mettre en complément du mail. Par ailleurs, il y a Philippe qui nous dit qu'il y a de confusion des donneurs d'ordre et des facilitateurs de la clause entre clause d'insertion, donc les personnes en situation de handicap ou en parcours d'insertion, et secteur de l'insertion. Pourriez-vous intervenir auprès de la DAJ de Bercy pour écrire inclusion au lieu d'insertion? Ça, je pense que c'est une mission pour notre collègue Sofiane. Donc, Philippe, nous allons faire remonter l'information. Anne demande s'il y a des périodes précises sur les appels d'offres publiés. Non, il n'y a pas de saisonnalité entre guillemets dans les appels d'offres. Enfin, souvent, il y a des contrats qui sont sur des années civiles. Vous allez avoir des consultations qui vont sortir pour pouvoir couvrir des besoins à partir du 1er janvier, par exemple. Mais après, tout dépend de la complexité du besoin, tout dépend de la complexité du marché, etc. Du coup, il n'y a pas vraiment de saisonnalité sur la partie survenance de marché public. Super, merci Nabil. En parallèle de ça, Nathalie, je pense que vous avez vu dans le chat, mais plusieurs personnes vous ont conseillé des sites pour votre signature électronique. Donc, je vous laisse prendre note. Super. Clément nous demande, hormis la présentation de la plateforme, les différents sites ont-ils des spécificités, des intérêts différents les uns par rapport aux autres? En tant qu'acheteur, est-ce que je m'orienterai sur un site plutôt qu'un autre en fonction du type de marché que je souhaite déposer? À mon sens, non. Là, on va plutôt être sur la sélection de plateformes en fonction des fonctionnalités qui existent, mais pour les acheteurs, du coup. Voilà, après, ça peut être potentiellement aussi une question de tarif, de facilité d'utilisation, de fluidité d'utilisation, mais en fait, comme si on devait choisir une plateforme plutôt qu'une autre. Là, on est vraiment sur des sujets. Donc, c'est vraiment en fonction de l'acheteur, de ses pratiques, de son usage au quotidien. J'imagine que certaines entreprises ont recours à un certain type de plateforme par rapport à d'autres. Ça dépend de leur politique d'achat. Ça dépend en fait de leur sensibilité.
parce que pour moi, les profils acheteurs sont capables de couvrir, entre guillemets, tout le monde. Après, voilà, c'est entre guillemets de la sélection fournisseur. Est-ce que la plateforme est fluide? Est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Est-ce qu'il y a un support? Voilà, on est vraiment sur des critères, entre guillemets, de choix basiques, mais il ne me semble pas qu'il y ait des profils acheteurs qui soient spécialisés sur un secteur d'activité ou sur une catégorie. De toute façon, l'idée, c'est que les profils puissent toucher tout le monde, je pense. Merci Nabil. Encore 2 questions et ensuite je vous propose de clôturer ce webinaire. Sandrine demande comment savoir comment se positionner en termes de prix. Le prix reste le critère principal dans le choix des acheteurs publics. Est-ce que ce ne sont pas des sujets que l'on traite plutôt dans le cadre de notre série de webinaires? Alors on n'a pas couvert ce sujet-là. Pour moi, le sujet prix, alors, il y a certains acheteurs ou certains besoins, en fait, il y aura le critère prix qui sera en premier, mais il me semble que les choses changent, en tout cas petit à petit. Alors, peut-être pas aujourd'hui dans le contexte budgétaire dans lequel on est. En effet, peut-être qu'il y aura un critère prix qui reviendra peut-être sur le devant de la scène. Mais pour moi, le critère prix, il faut l'aborder sur... en fait, si votre politique et votre démarche aujourd'hui, c'est que vous connaissez, que vous savez que votre positionnement tarifaire est un peu plus cher que les autres, là aussi, ça va être un des points importants pour moi pour cibler les marchés sur lesquels vous allez vous positionner. Parce que si vous savez que vous êtes plus cher que vos concurrents et que le critère prix est à 60 ou 70%, etc., là, vous allez réduire vos chances en fait, de gagner le marché. Donc, il vaut mieux peut-être se positionner sur un marché où le critère prix est moins important pour que le critère qualitatif soit plus pris en compte que le critère prix. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vrai que ce sujet-là est assez délicat et assez large aussi. Ça pourrait peut-être prêter lieu à un webinaire dédié à ce thème, avec quelques astuces, des conseils et puis échange d'expérience de la part de des fournisseurs avec lesquels nous travaillons. À voir. Mais merci en tout cas pour cette question. Sachez que vous aurez le support ainsi que le replay de la vidéo directement dans votre boîte mail à l'issue de ce webinaire et il y aura du coup les liens que Nabil a mis des sites. Juste une dernière question de la part d'Alain. Quel est le délai de réponse de l'acheteur sur une offre émise? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai pour vous donner une réponse. Il n'y a pas de délai légal pour pouvoir vous donner une réponse. Donc, ça pourrait prendre le temps de la lecture des différentes propositions. Ça peut prendre 6 mois, si jamais. Ça peut prendre 6 mois, ouais. Ça peut prendre 6 mois. Moi, j'ai déjà géré des appels d'offres qui ont duré. Alors, du moment où on a commencé à travailler dessus, jusqu'à la signature des contrats, ça a pu durer 1 an et demi. Donc, on a travaillé peut-être 3 mois sur le cahier des charges, le dossier de consultation, etc. Et ensuite, une fois qu'on a reçu les offres, on a dû mettre 6 à 8 mois pour pouvoir analyser toutes les offres. Donc, tout dépendra du nombre de réponses reçues, du nombre de personnes aussi à associer dans l'analyse. Tout dépendra aussi de la complexité du sujet. Tout dépendra aussi de la notion politique. Enfin, voilà, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte et il n'y a pas de délai maximum, entre guillemets, qui dit que l'acheteur doit donner une réponse à un candidat qui a déposé. Merci Nabil. Bon, j'ai une toute dernière question de Marie. Pour les marchés inférieurs à 90 000 €, on ne reçoit pas de réponse. Alors, ça, c'est quand l'acheteur ne revient pas vers vous pour vous dire si vous avez perdu, si vous avez perdu, parce que si vous aviez gagné, il serait revenu vers vous. Donc, après, ça, c'est un problème global, entre guillemets, qu'on a dans la fonction achat, c'est
les fournisseurs, enfin les acheteurs qui ne donnent plus de son, plus d'image après avoir sélectionné leur fournisseur. Donc, ils sont en lien avec le fournisseur qu'ils ont sélectionné, mais ils laissent, entre guillemets, sur la touche et sans info les autres fournisseurs. Voilà, malheureusement, ça, c'est un sujet de formation, c'est un sujet de sensibilité. C'est un problème. Super, merci beaucoup Nabil. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Pour rappel, vous aurez les replays directement par mail avec le support de présentation de Nabil. Et je vous enverrai d'autres invitations pour une série de webinaires qui commenceront dès le mois prochain sur une introduction aux achats inclusifs et aux achats plutôt de manière générale et notamment au profil acheteur. Je vous souhaite une excellente journée à tous et vous dis à très bientôt. Merci Nabil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.